Bonjour à tous et bienvenue à cette session TINA 465. Je m'appelle Nick Crisp, je suis très content de vous avoir avec nous ce matin pour discuter des nouvelles fonctionnalités de la version TINA. Je suis avec le Product Manager Heather Shears. Hi Heather, Oui, bonjour. ça va bien? Ça va, merci. Très bien. Et Amran Lohari, avant-vente chez nous. Bonjour. Bonjour Amran. Euh, Nous allons prendre à peu près 30 minutes. Il y aura du temps pour des questions à la fin de la session. On va essayer de répondre à toutes vos questions, ou du moins une partie des questions. Sinon, on va répondre par mail dans la foulée. Donc, on va démarrer, surtout Amran, tu vas nous dévoiler un petit peu 465, mais aussi 464, parce qu'on n'a pas fait de webinaire depuis un certain temps. Non, on n'est pas. On va faire un rappel aussi de 464. C'est un bon point. Exactement, 464 qui est sorti au mois d'août, et donc on va faire un petit rappel des fonctionnalités de cette version. On a beaucoup de clients existants, de partenaires existants qui sont là ce matin. Donc on ne va pas refaire un tour complet des activités à tempo, mais juste pour nous situer un petit peu en 2019, à l'aube de 2020, et parler de l'importance accrue de la sauvegarde au sein de chaque organisation. TINA, comme vous savez, existe depuis un certain nombre d'années, presque 25. Hein. Et au début, la solution, bon, c'était la sauvegarde en local avec l'utilisation des bandes comme support de sauvegarde. Aujourd'hui, bien sûr, les données sont bien plus éparpillées, elles sont créées partout, sont stockées dans plusieurs supports, local, edge, cloud, etc. Et on assiste à une atomisation des données euh, sur plusieurs supports. Et des applications au sein des architectures qui sont de plus en plus hybrides. Bien sûr, le cloud, le SaaS, etc. Et on peut ajouter aussi l'augmentation massive des données, des volumes qui passent, je pense que c'est 33 zeta-octets en 2018, et on passe à 175 zeta-octets en 2025. Donc ça, c'est une augmentation de 60% par an. Et un zeta-octet, c'est un million de pétaoctets. Donc, c'est des volumétries énormes à sauvegarder et à protéger. TINA, bien sûr, a évolué depuis un certain nombre d'années, continue d'évoluer avec son temps. Il y a des risques, bien sûr, qui existaient il y a un certain temps, les risques physiques pour les machines, les sinistres et autres qui impactaient les données, les erreurs humaines aussi. On peut ajouter maintenant en 2020 avec le réseau qui impacte aussi la sécurité des données avec la cybercriminalité, l'augmentation des ransomware en 2019 qui double par rapport à 2016, par exemple. Et d'ailleurs, c'est intéressant de constater qu'on parlait de la bande. Hein. On demande toujours la bande parce qu'il y a cet aspect de air gap, de vide d'air, si on veut, entre les données sécurisées en primaire et les sauvegardes. Qu'il y a vraiment il y a ce vide entre les deux jeux de données. Heather, c'est vrai, hein, on demande souvent à ce que la bande soit partie intégrante de la solution. Absolument. On est toujours le demande, bien sûr, pour sauvegarder local plus rapide possible, mais après, dupliquer vers bande pour garder une copie dans le coffre. Et franchement, c'est vrai, le tape is not dead. Type is not dead. OK. Pour les solutions, donc vous connaissez TINA pour la plupart. On peut évoquer aussi les trois autres solutions très rapidement qui peuvent être sujet à un autre webinaire. Lina, bien sûr, la protection des postes de travail, des ordinateurs portables. Backstone, des appliances de sauvegarde, de plans de reprise d'activité, de continuité d'activité. Et Myria, la solution pour les stockages haute volumétrie, pour les données non structurées, pour la sauvegarde, bien sûr, la migration de ces stockages et la synchronisation des données, des volumes de données massifs. Donc, Tina, c'est vraiment le sujet aujourd'hui. On va démarrer, à moins peut-être sur 464, qui est sorti il y a 3-4 mois. Peut-être juste un petit rappel sur les bénéfices de Tina, et puis après, on va regarder un petit peu plus en détail la version. Oui, en effet. Donc, TINA continue à évoluer. Effectivement, la 464, donc, qui n'est pas l'ordre du jour aujourd'hui, puisque c'est
la 4.6.5, mais contient et maintient des fonctionnalités uniques. Hein. On connaît bien le principe de navigation temporelle dans Time Navigator, donc qui permet effectivement de se promener dans le temps à l'intérieur de cette base de données donc, de Time Navigator pour vous permettre de voir de manière globale et unique vos assets en un seul coup d'œil et vous permettre de les restaurer assez rapidement, même très rapidement, peu importe ce qui peut se passer sur vos environnements. Je parle par exemple d'un ransomware qui aurait chiffré tout un tas de données. Eh bien, ce n'est pas très grave pour nous puisque on est capable de se promener dans le temps, revenir à une période du temps où ces données n'étaient pas modifiées visuellement, de les sélectionner et de les restaurer très très rapidement grâce à cette notion de navigation temporelle. Alors bien sûr, on est capable de sauvegarder, de stocker des données sur tout un tas de différents types de stockage, de la VTL bien évidemment, sur des stockages dédupliqués. Je vais mentionner des termes comme HSS, HVDS dans le produit Time Navigator qui permettent de faire de la déduplication bien sûr globale et à la source. C'est-à-dire que peu importe en fait l'endroit où on va aller chercher ces données sur des agents, eh bien, on va bénéficier pour l'ensemble de ces agents de la déduplication et ne pas reprendre des blocs de données qui seraient déjà connus par ce repository. On est capable également, vous voyez le terme cloud, de stocker dans de la VTL Amazon, par exemple. D'ailleurs, j'ai eu le plaisir de déployer cette solution il n'y a pas très longtemps sur un compte, d'ailleurs en Espagne, que je ne citerai pas bien sûr, mais le client est très, très satisfait et va faire une success story très prochainement. Des protections, bien sûr, régulières et planifiées. Alors, le schedule est important, bien sûr, puisque à partir du moment où vous avez défini vos workflows, vous allez définir les périodes, les fréquences à laquelle vous allez aller chercher ces données, que ce soit des fichiers, que ce soit des bases de données de tout type, et à chaud, bien sûr, vous allez les protéger sur les supports que j'ai évoqués précédemment. La protection est renforcée, on insiste bien là-dessus, puisque c'est un aspect important pour le transfert de la donnée et le stockage de la donnée. Et j'irai même un petit peu plus loin pour dire qui a le droit d'accéder à cette donnée à partir du moment où elle a été sauvegardée. On a un environnement dans Time Navigator qui permet, grâce à un serveur de certificats qui est intégré, de générer des clés de certificats personnalisées et on va donner ces certificats en fait à des ayants droit directement qui vont pouvoir faire des opérations sur les environnements qu'on aura protégés avec ces certificats. Donc, je vous invite vraiment à vous attarder sur cette notion-là si vous avez des questions sur les certificats, puisque dans ce cas-là, vraiment, on a une protection très, très efficace et très, très poussée de qui a le droit d'accéder à la donnée qui a été sauvegardée, ce qui n'est pas une chose peu importante. Et aussi l'incryption vers le réseau aussi. Bien sûr, le transport est bien sûr chiffré et l'écriture va bénéficier de ce certificat pour l'écriture sur les supports qui nous intéressent. Et bien sûr, pour la restauration avec le certificat public et privé, c'est vraiment important et c'est la tendance d'aujourd'hui. On va continuer avec Tina dans le sens où ça, c'est quelque chose qui n'a pas vraiment changé et on y tient, c'est l'interface, la manière en fait dont on va mettre les données à disposition pour la restitution, pour la restauration. Peu importe, si vous voulez, la plateforme sur laquelle on va se connecter, que ce soit des machines qui vont faire office de serveurs de fichiers ou des serveurs d'applications qui vont contenir des bases de données, l'interface de restauration va bénéficier de la même présentation et on va permettre ainsi aux utilisateurs de garder la même expérience de bout en bout. C'est-à-dire que ce soit des serveurs Windows, Linux, des serveurs de base de données Oracle, SQL et j'en passe, eh bien, la manière dont vous allez aborder la restauration sera la même. Et ça, on y tient, c'est vraiment une des marques de fabrique de Tina. Alors, on va continuer un petit peu sur le slide suivant. Et bien sûr, la 4.6.4 avait déjà, à l'époque, il y a quelques temps, c'est pas très vieux en même temps, un apport en termes de nouveautés. Donc, on a porté, bien évidemment, les agents de type Windows, enfin Microsoft en général, que ce soit Windows Server 2019, pareil pour Hyper-V, Exchange Server et SharePoint. Donc, le portage a été fait. On supporte bien sûr pleinement ces systèmes d'exploitation et ces applicatifs. Les stockages dédupliqués, bien sûr, sont toujours disponibles pour les nouveaux agents qui sont implémentés ou portés, c'est comme vous préférez. Et Tina, encore une fois, sécurise vos données pendant tout processus grâce à SCM, Sécurité et Compliance Manager, qui vous permet de générer des certificats à la demande et de manière personnalisée dans votre environnement de production. Sans oublier Linux, c'est la moitié de notre base installée, je pense. Oui, bien sûr. Ouais. Effectivement, Linux fait toujours partie du portfolio, enfin, en termes d'agents supportés. Donc, les versions nouvelles, bien sûr, sont supportées. Alors,
vous allez éventuellement me dire, bah voilà, là on est en 7.6, là aujourd'hui Red Hat a sorti une version 8, c'est en cours. Là, on parle de la 4.6.4 et on continue bien sûr à aller sur des environnements de ce type-là, donc et suivre les versions de très près par rapport aux éditeurs comme Red Hat ou SUSE par exemple. Bien sûr, on va bénéficier de la même qualité en termes de déduplication et de la même fonctionnalité d'écriture vers de la bande, comme d'habitude. Et d'ailleurs, c'est la même chose pour l'ensemble des agents qu'on va vouloir sauvegarder. Et de la même manière, la Security et Compliance Manager sera également disponible pour les agents type Linux en général. Et j'aime beaucoup ajouter quelque chose juste ici pour dire notre développement, c'est en mode agile. C'est-à-dire, en fait, comme on a une nouveauté qui arrive, on n'attend pas la version majeure pour sortir. Par exemple, on a le Red Hat 8.0 qui est déjà sorti comme un agent avec une patch de Time Navigator et c'est disponible aujourd'hui avec le 4.6.4. Mais c'est vraiment quelque chose d'intéressant pour nous de sortir comme c'est disponible. Très bien. Sur les plateformes virtualisées, VMware? Oui, de la même manière, on va supporter les dernières versions de VDDK, ici en l'occurrence, puisqu'on parle de VMware. Donc VMware 6.7, enfin vSphere 6.7 Update 2, d'accord, donc qui utilise ce VDDK avec la compatibilité, bien sûr. Alors ça, c'est Dixit VMware, hein, bien sûr, hein, donc N-2, hein, par exemple, on voit bien à l'écran vSphere 6 et 6.5. Et en termes d'OS pour les proxys, hein, bien sûr, ces proxys qui sont des agentis qui vont détenir les composants de l'API VMware avec lesquels on va discuter pour solliciter le déclenchement des sauvegardes sur les vCenter. Alors ici, vous allez me dire, CentOS 7.4, ce n'est pas la dernière. Bien évidemment, on va rester compliant par rapport à ce que dit VMware en termes de compatibilité avec son VDDK. Donc, si VMware dit VDDK 6.7.2 est compatible avec CentOS 7.4 maximum, ben, on va devoir respecter cette limitation. Et c'est la même chose pour la version de SUSE. Très bien. En termes de vSAN, la nouveauté dans 4.6.4, c'est qu'effectivement, on est capable de travailler dans ces environnements hyper convergés. Effectivement, là, on va avoir du stockage par nœud, on va avoir une certaine quantité, de nœuds SX sur le réseau. Et bien, ici, pour tirer comment dirais-je, bénéfice des transferts en termes je parle de performance hein, pour le coup, on va faire en sorte de déployer de manière assez simple des proxys dans l'environnement de façon à pouvoir détecter automatiquement où se trouve la machine virtuelle qu'on va vouloir sauvegarder. Et l'implémentation est assez simple, hein, puisqu'on va déployer, si vous voulez, un proxy par nœud SX et une variable que vous pouvez voir en haut à droite au milieu du schéma qui s'appelle TINA VCB Virtual Host va faire en sorte d'aller détecter où se trouve la machine virtuelle, avec quel proxy elle doit travailler, de façon à tirer parti du mode de backup avec le transfert le plus adapté. En l'occurrence, ce sera du HOTAD, qui est l'équivalent du mode SAN sur un environnement physique. Très bien. Juste un petit aperçu des reportings avancés dans cette version. Oui, alors RRS, donc A2RS avance également. Donc, on a simplifié certains aspects de la visualisation en termes de reporting, de dashboard sur les jobs. Donc ici, bien sûr, on va afficher avec un certain type de couleurs, ce qui s'est bien passé, mal passé. Donc on a une vue qui est un peu plus synthétique que la version précédente, et tout ça, bien sûr, intégré dans l'interface web que vous connaissez déjà aujourd'hui. Très bien. Passons sur peut-être la grande nouveauté de 4.6.5, hein, c'est l'intégration de Office 365, pour la partie email en tout cas. Mais ça, c'est super. C'est vraiment un module qui sort en fait cette semaine, 4.6.5 pour Windows et Linux. Et en fait, on sait, on est beaucoup de users mondiaux qui utilisaient Office 365 pour la partie email. Et c'est pour ça, en fait, on a fait notre module. Complètement, oui. Et puis le message qu'on voudrait passer, c'est que qui dit cloud, qui dit ça ne veut pas dire protection complète, historique, etc. Voilà, on-premise aussi. Oui, de toute façon, Microsoft le dit bien. Hein, ils vont garantir, si vous voulez, une protection, une rétention sur ce que vous auriez supprimé, mais en aucun cas vous garantit de vous restituer les emails si
vous avez des contraintes au niveau de l'entreprise qui vous imposent de conserver les données au-delà de ces périodes-là. Donc voilà, en fonction de la criticité et de l'importance que vous accordez à la messagerie dans votre contexte d'entreprise, vous aurez certainement besoin d'accéder à un instant T à des emails qui auraient été générés et ou supprimés, mais en tout cas protégés avec Time Navigator sur des rétentions beaucoup plus longues. On peut imaginer 1 an, 2 ans, voire infini. Complètement, oui. Et puis là, on voit que la suppression, c'est le souci majeur hein, s'agissant du cloud. On a un petit tableau qui est récapitulatif des différences entre ce que fait Microsoft et ce qu'ils ne font pas, surtout, en fait. Oui, complètement. Aujourd'hui, Microsoft, voilà, c'est un provider. Il va vous garantir à l'intérieur de son infrastructure, de son data center, voilà, qu'il y a de la redondance au niveau matériel. Il va vous garantir que les systèmes d'exploitation dans leur environnement et ces systèmes d'exploitation sur lesquels en fait vont se baser les services qui vous rendent, bien sûr, les sinistres naturels, j'imagine qu'ils sont suffisamment protégés, en tout cas dans des endroits qui font qu'on va éviter ce genre de choses au maximum. Mais voilà, des coupures de courant, ça peut se passer également. Bref, Microsoft va s'occuper de ce genre de problématiques pour garantir la continuité de service d'un point de vue matériel. Mais en termes de service, ce n'est pas la même question. Vous pouvez vous faire infecter par un virus. Il peut se passer des choses en termes de sécurité, comment vous accédez à vos données, qui peut y accéder. Vous êtes dans un annuaire qui est globalisé. Le système de messagerie va vous garantir en termes de service une rétention voilà, de l'ordre de 30 jours. Mais qu'est-ce qui se passe si on dépasse ce périmètre? On est coincé. C'est vraiment le but de ce module dans Time Navigator, donc Office 365, qui va vous permettre de vous connecter en fait à votre annuaire dans Azure finalement et de définir quelles sont les boîtes aux lettres. Alors, c'est très intéressant puisque on va pouvoir dire je prends tout ou je prends une partie. Je peux sélectionner seulement certaines boîtes aux lettres, celles que je considère dans mon infrastructure les plus importantes ou les plus critiques qui vont avoir besoin, par exemple, ou en tout cas dont on va avoir la nécessité à un moment donné, en cas de besoin, de restituer des éléments. Donc, ça, il faut vraiment y réfléchir avant que le pire arrive. Donc, nous, voilà, avec Atempo, Time Navigator, on vous garantit que les sélections de sauvegarde positionnées pour Office 365 en termes de messagerie, on va voir dans un slide par la suite, on va rester là-dessus pour l'instant, mais qu'effectivement, on va intégrer des choses nouvelles à partir du premier trimestre 2020. On va vous garantir que vous allez pouvoir restituer l'intégralité de ce que vous aurez en termes de services chez Office 365. On va inclure bientôt du OneDrive et du SharePoint. Exactement. Donc, à partir du premier trimestre de l'année prochaine. Donc, le message, c'est que ce qu'on martèle depuis des années, d'ailleurs, la règle des sauvegardes 3.2.1 est respectée complètement avec Office 365. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que dans l'environnement, on bénéficie de la rétention par défaut, qui est de 1 mois offerte par Microsoft en termes de services. Ensuite, effectivement, cet agent va être considéré par Atempo Time Navigator comme un agent standard, c'est-à-dire qu'on va pouvoir écrire le contenu de cet ensemble de mailbox vers le stockage qui nous intéresse, que ce soit un stockage dédupliqué, un stockage disque sans dédupe, ou alors de la bande de manière traditionnelle pour de l'externalisation. Et encore une fois, type is not dead, comme disait Edward tout à l'heure. Très bien. Passons peut-être plus sur la version à proprement parler. Pour la partie mail, tu as déjà touché à ça. Oui, alors Tina dépasse les rétentions maximales de Microsoft. Voilà, c'est une redite par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc, bien sûr, on fixe la rétention qui nous intéresse. On peut aller très, très, très loin, voire conserver les assets de manière infinie. Alors, protéger Office comme tout autre serveur, application de base de données, pareil, redite. Donc, on le sauvegarde de manière complètement transparente et c'est complètement intégré à Time Navigator. On va le définir comme une application, le paramétrer, accéder avec les credentials qui vont bien. D'ailleurs, il y a un écran par la suite qui va donner un petit exemple, un petit aperçu de ce qu'il y a à faire. Alors, il y a des petites opérations de configuration, bien sûr, mais rien de très méchant. Restauration rapide, et on va bénéficier toujours de la même interface pour faire la restauration. Ceux qui utilisent Time Navigator aujourd'hui connaissent cette interface et ne seront pas perdus demain s'ils utilisent la partie Office 365 pour la restauration. On peut utiliser le même serveur de certificat de la même manière que précédemment avec les agents Linux ou Windows, comme on l'a dit sur les slides précédents. Et bien sûr, on a un module de recherche qui est intégré. Et ça, c'est très, très important puisqu'on va vous permettre, au travers de ce module, de rechercher les mails en fonction de
les expéditeurs, les destinataires, s'il y a une pièce jointe ou pas, en fonction de certains critères de date, et j'en passe. Et tout ça, c'est intégré grâce à une petite base de données, en fait, Postgres, qui descend avec le produit, enfin, qui est installée avec le produit, qui est basé sur du PostgreSQL, et qui va vous permettre de faire ces recherches de manière très, très efficace. On va voir ça en image. Alors, on va retrouver cette fameuse interface de restauration, qu'on aime bien d'ailleurs. Donc ici, on a une sélection de sauvegarde sur l'ensemble des mailbox de l'infrastructure. Bien sûr, j'insiste, on est capable de positionner des sélections de sauvegarde sur des mailbox très, très précises et faire la protection sélective de ce qui nous intéresse. Alors, bien sûr, on est capable de faire de la même manière des totales, des incrémentales. D'ailleurs, en général, on fait une totale et ensuite on fait que des incrémentales. D'accord ? La sauvegarde incrémentale donc, utilise une technique qui s'appelle Delta Query. Donc, ça, c'est mis à disposition donc, par l'éditeur et qui vous permet de faire des choses en termes d'incrémental de manière efficace. Donc, l'indexation, elle est opérée par la database dont je vous parlais tout à l'heure, donc PostgreSQL, et qui vous permet de faire de la recherche rapide. Et c'est accessible au travers des menus qu'on voit on top de la fenêtre. L'assistant de restauration, donc, j'insiste, hein, c'est toujours le même, quels que soient les operating systems. C'est vraiment une volonté d'Atempo de garder cet aspect des choses, hein, cet aspect de présentation pour garder la même expérience en termes d'utilisation. Et le restaurant 3 clics, hein, je vais naviguer vers la période de temps qui m'intéresse, je sélectionne l'item qui m'intéresse ou le mail qui m'intéresse et je demande la restauration vers la destination qui m'intéresse. Et on peut voir l'email qui est disparu. Bien sûr, la navigation temporelle, détection des disparus, un email qui a été supprimé. Imaginons, c'est un exemple que j'aime bien donner, un utilisateur vous dit « j'ai un dossier qui s'appelle avec un certain nom, j'ai supprimé tout un tas d'emails à l'intérieur, je ne sais plus comment il s'appelle ces mails, mais j'en ai besoin, voilà, je ne me rappelle plus de la syntaxe exacte. » Eh bien, donner à l'utilisateur la capacité de voir les fichiers disparus, c'est un avantage puisqu'on va aller à l'essentiel et ne pas perdre de temps à rechercher ce qu'on doit rendre à l'utilisateur. À droite, un petit exemple de la fenêtre de recherche donc, qui va nous permettre de rechercher rapidement donc, en fonction d'un sujet, en fonction de, par exemple, ici, on voit le sujet doit contenir le terme Atempo et on va vous afficher le résultat de la requête en fonction de ces critères. Très bien. Quid des permissions à Microsoft, Amran? Les permissions Microsoft, alors ça, ce sont des prérequis, hein, bien sûr. On sait bien qu'à partir du moment où on doit parler avec un autre environnement, eh bien, il y a des credentials, il y a des permissions, des droits minimums à appliquer dans les environnements. Donc, le but du jeu, c'est d'aller donc côté Azure et définir quels sont les credentials qui vont être utilisés par le compte qu'on va indiquer à Tina Office 365 pour pouvoir se connecter de manière efficace et avoir toutes les permissions minimum et nécessaires pour pouvoir réaliser les opérations de sauvegarde et de restauration, bien sûr. Tu l'as déjà dit, Amran, mais bientôt, on a déjà OneDrive et SharePoint dans le visa. Hein, donc, ça sort début 2020, Heather? Oui, c'est ça. Tu confirmes? Oui. Exactement. Très bien. D'ailleurs, petite parenthèse, les objets en fait sont déjà visibles, pas encore opérationnels. C'est juste pour indiquer qu'effectivement, on a préparé le terrain. Il reste juste 2-3 coups de tournevis à mettre dans le produit pour pouvoir activer OneDrive et SharePoint. Et ça arrive très, très bientôt. Parfait. Alors, on va dévoiler le nouveau dashboard Tina. Magnifique. Nice. Bon, moi, je l'aime bien personnellement. Un nouveau dashboard donc, qui arrive là, très prochainement. C'est avec 4C5 cette semaine. Hein? C'est fin de semaine, là, c'est là. Donc, qui va vous permettre effectivement d'avoir une vue globale et d'accéder en fait aux différentes interfaces au travers d'un seul dashboard, d'un seul point d'entrée pour l'ensemble des opérations que vous aurez à mener dans l'infrastructure qui travaille avec Time Navigator. Donc ici, on va voir par exemple à gauche une tuile, donc on appelle ça comme ça, qui va vous montrer quels sont les agents qui ont été installés mais qui n'ont pas de sélection de sauvegarde, donc ils sont considérés comme non protégés. Les notifications, l'activité de backup, bon, je ne vais pas tous les citer comme ça, vous pouvez les lire en même temps que moi. Et ça, c'est juste les prémices en fait de quelque chose de nouveau qui va apparaître très prochainement et dont on vous fera la surprise assez rapidement, j'imagine, Heather. Mais exactement, en Q2 2020, on a le nouvel interface web et le nouvel interface pour le resto. Tout à fait. Ça, c'est du HTML5 alors, parce que je vois une des questions qui passe ce sujet. Oui, c'est ça. Oui, full HTML5, donc on
On va oublier Flash, bien sûr. Alors là, aujourd'hui, la petite astuce, c'est d'utiliser un plugin Adobe. Hein. Ça, c'est déjà distribué dans les versions déjà depuis la 4.6.3, si je me souviens bien. Ça, c'est le petit palliatif. Mais dorénavant, dans la nouvelle version, effectivement, on sera complètement affranchi de cette contrainte et on sera full HTML5 pour le nouveau, si vous voulez, web interface d'administration et de restauration pour Time Navigator, donc dans le premier semestre. Mais on a bien démarré ce projet et franchement, la première version que j'ai vue, c'est très, très, très joli. Parfait. Bon, on arrive presque à la fin de cette présentation. Nick, je vais te laisser parler de ce use case. Je veux bien, oui. En fait, on en a plusieurs qui sont dans le domaine de la santé. D'ailleurs, dernièrement, je pense que toi, tu étais sur le pont, Imran, un hôpital, on ne peut pas le citer, qui a eu des petits soucis, effectivement, d'attaques qui ont été restaurés complètement en moins d'une semaine. Donc, je rends hommage aussi aux équipes du support. C'est gentil. Et oui, mais il y a la techno et il y a aussi les gens derrière qui sont là. Voilà, et les femmes aussi, bien sûr. Donc là, l'exemple, c'est le CHU d'Angers, avec une installation assez importante, avec 600 serveurs, typiquement sur du virtualisé, avec bien sûr des OS de parfums très différents. Et ils ont été attaqués par un crypto local et restaurés dans très peu de temps. Voilà, pour les questions, on a eu beaucoup de questions. Il y a pas mal de questions qui sont sur la partie compatibilité. Donc, je ne sais pas si Amran, Heather, vous avez tout le guide de compat à dispo. Si on peut traiter quelques questions. Oui, on peut la voler comme ça. Si on n'a pas le temps de tout traiter, de toute façon, on va relever les questions. Bien sûr, on va vous répondre. Je vois une question. La serveur Tina en 4.6.5 compatible avec des clients 4.4 SP2? Oui, bien sûr. On a toujours quelques clients qui est l'ancien agent, en fait, le legacy agents. Et oui, il n'y a pas de souci avec ça. Bien sûr, le 4.4.2 est la fin de vie depuis très longtemps. Et je pense peut-être que c'est le moment de faire la mise à jour d'une version plus récente, mais on est toujours compatible avec l'ancienne version. Alors, une autre question, par exemple. Je ne sais pas laquelle. Il y a des versions. Il y en a beaucoup. Hein. Il va falloir qu'on réponde par email également. Et il y a une version, le support de NetApp ONTAP 9.4 pris en compte en TINA 4.6.5, TINA HSS. Mais en effet, le développement pour NetApp ONTAP avec la version, je pense, 9.5 avec HSS. Et ça, oui, c'est possible. Je ne sais pas exactement si 9.4 il y a une différence, mais pour moi, le parti Digix fonctionne. Tiens, une autre question. Windows Server 2019 est-il supporté pour la sauvegarde HVDS? Pour le parti HVDS, oui. Par contre, c'est pour le parti VMware, mais ça dépend si c'est le proxy VMware Windows 2019, il n'est pas supporté avec le VDDK. Oui, on va dépendre, comme on le disait tout à l'heure, de VMware de ce côté-là. Donc, si VMware dit VDDK supporté sur 2019, nous, on n'aura pas de souci de ce côté-là. Mais bien sûr, si c'est GuestOS, c'est oui. Très bien. Donc, pour toutes ces questions de compatibilité, on va vous recontacter. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Il va falloir qu'on réponde par mail. Il y en a beaucoup. Solaris. Oui. Solaris, toujours supporté. Oui, bien sûr. La première version de 4.6.5 qui sort cette semaine, c'est Windows et Linux. Et tous les autres OS, il est sorti en Q1. Parfait. Je pense qu'on va terminer sur cette dernière question. Merci Amran, merci Heather pour votre participation. Merci beaucoup et j'espère à bientôt en 2020. En 2020 avec de grandes nouveautés et des nouveaux visuels. Oh oui. Que du neuf en 2020, c'est parfait. Et nous avons d'autres webinaires. Même demain, il y a un webinaire sur Meria. Si ça vous intéresse, vous pouvez toujours vous inscrire. Et je vous dis merci beaucoup pour votre participation, vos questions. Et à très bientôt.
Merci. Au revoir. Merci à tous, au revoir. Bonne journée, au revoir.